Je ne vais pas vous parler des conceptions du jeu JEU depuis la psychanalyse, mais plutôt de l'expérience elle-même comme étant une forme de pari et une forme de jeu JEU. Il y a une phrase de Lacan qui m'est venue en tête quand j'ai commencé à réfléchir à cette question, dans laquelle Lacan dit que pour faire une analyse, et à certains égards à chaque séance, il faudrait avoir le sentiment d'un risque absolu. Je trouve que c'est une très belle phrase qui vient dire effectivement de quel ordre est l'engagement dans une analyse pour l'analysant, et qui vient dire aussi ce sentiment que l'on peut avoir quand on fait une analyse de risquer quelque chose, de risquer sa propre parole, de risquer sa propre histoire, de risquer sa vérité, de risquer son destin, sans savoir finalement ce que l'on va gagner à prendre ce risque. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette magnifique salle, la salle des Dominicains, donc pour une rencontre, une conférence que je suis très heureux d'introduire avec Clotilde Leguil. Alors Clotilde Leguil, vous êtes psychanalyste et philosophe, professeur à l'université de Paris 8, agrégé de philosophie. Vous avez fait des premiers travaux, une thèse d'ailleurs sur les rapports entre Lacan et Freud. Vous êtes psychanalyste. Et Sartre. Et Sartre, pardon, excusez-moi, oui, bien sûr, Lacan et Sartre. Vous êtes membre de la cause freudienne. Vous avez écrit des textes où, justement, la double casquette, si je puis dire, à la fois de psychanalyse, de théoricienne de la psychanalyse et de praticienne et de philosophe se ressent, comme si vous utilisiez les outils neufs, les idées neuves, les concepts neufs de la psychanalyse en philosophe pour essayer de décrypter à la fois les transformations de la psyché contemporaine et du monde contemporain. Quelques essais, une traversée des identités, question au cœur de notre monde contemporain. Céder n'est pas consentir, une approche clinique et politique du consentement, paru chez PUF. Et puis tout dernièrement, très beau livre, L'ère du toxique, essai sur le nouveau malaise dans la civilisation, paru au PUF. Vous allez nous proposer dans un instant une conférence d'à peu près 45 minutes autour de la question de la psychanalyse, un pari sur le jeu JE. Et je vous cède donc la parole, après quoi je me glisserai dans votre intervention pour vous soumettre quelques questions, et vous aurez ensuite, cher public, la possibilité de soumettre vos interrogations et vos questions à Clotilde Leguil. Merci encore d'être là. Clotilde, à vous la parole. Merci Martin. Alors, oui, j'ai choisi donc de réfléchir à la question du jeu dans la psychanalyse, du jeu JEU, à partir de l'expérience de l'analyse elle-même et à partir de cette dimension du pari, puisque c'est une dimension que Lacan convoque dans un de ses séminaires pour comparer l'expérience de l'analyse à celle d'un pari, et il va même jusqu'à proposer une analogie entre le pari de Pascal, son pari sur l'existence de Dieu, et le pari analytique. Donc ça a été mon point de départ. Donc je ne vais pas vous parler des conceptions du jeu JEU depuis la psychanalyse, mais plutôt de l'expérience elle-même comme étant une forme de pari et une forme de jeu JEU. Il y a une phrase de Lacan qui m'est venue en tête quand j'ai commencé à réfléchir à cette question, dans laquelle Lacan dit que pour faire une analyse, et à certains égards à chaque séance, il faudrait avoir le sentiment d'un risque absolu. Je trouve que c'est une très belle phrase qui vient dire effectivement de quel ordre est l'engagement dans une analyse pour l'analysant, et qui vient dire aussi ce sentiment que l'on peut avoir quand on fait une analyse de risquer quelque chose, de risquer sa propre parole, de risquer sa propre histoire, de risquer sa vérité, de risquer son destin, sans savoir finalement
ce que l'on va gagner à prendre ce risque. C'est un risque absolu au sens où c'est un risque qui est sans garantie, en quelque sorte. Et certains, d'ailleurs, n'ont pas envie de s'engager dans ce jeu dont, bien souvent, on ne connaît pas très bien les termes, les règles et le point d'arrivée. Mais en revanche, une fois qu'on s'est engagé dans ce jeu, JEU, eh bien, il y a quelque chose comme une boîte de Pandore qui s'ouvre et il est très difficile de s'arrêter avant la fin. Donc, il y a quelque chose, en effet, comme le sentiment d'un risque absolu qui est aussi un affect qui montre à quel point le rapport à la parole dans l'analyse relève toujours de la découverte, de l'inédit, de la surprise, c'est-à-dire que on ne sait jamais à l'avance ce qui va nous arriver dans une séance. On ne sait jamais à l'avance que l'on va y rencontrer de soi-même et d'une certaine façon, même si on peut préparer des choses que l'on va dire et y réfléchir à l'avance, eh bien, c'est toujours autre chose qui va surgir lorsqu'on consent à l'association libre. Donc, il faut avoir en tête cette idée d'un sentiment de risque absolu. Alors pour commencer, je voudrais essayer de vous expliciter ce sentiment de risque absolu à partir d'une certaine expérience de la perte dans l'analyse. Parce que le sentiment de risque absolu renvoie au fait de risquer de perdre quelque chose. On éprouve qu'on prend un risque absolu lorsque justement on consent à perdre quelque chose et qu'on ne sait pas du tout ce que l'on va y gagner. Alors, Lacan est allé jusqu'à considérer que l'expérience de l'analyse est une façon d'assumer quelque chose d'une perte et même de faire un pari sur la perte. C'est une formule qui est surprenante, que de dire que de parler en analyse, c'est de parier sur la perte plutôt que de parier sur ce qu'on va gagner. Alors, en quel sens peut-on dire que la question de la perte et du pari sur la perte est au cœur de l'analyse ? D'abord, on peut le dire parce que commencer une analyse, c'est toujours être confronté à une perte, c'est-à-dire se sentir, à certains égards, perdu dans son existence. Et c'est bien parce que l'on se sent perdu dans son existence que l'on désire venir explorer l'énigme de cette perte. Lorsqu'on commence une analyse, on est d'une façon ou d'une autre confronté à une perte. Cela peut être la perte d'un être, cela peut être un deuil, cela peut être une séparation, mais cela peut être aussi la perte d'une place qu'on occupait dans son existence et qu'on a perdue. Et donc, et enfin, disons, à l'horizon, c'est bien souvent la perte du désir. Commencer une analyse, c'est se sentir perdu par rapport à son désir. Le premier pari que l'on fait lorsqu'on s'engage dans une analyse, lorsqu'on s'adresse à un ou une psychanalyste, lorsqu'on croit dans l'inconscient, le premier pari que l'on fait, c'est un pari qui concerne l'effet des paroles elles-mêmes. On parie qu'en parlant, on va pouvoir se métamorphoser. On va pouvoir changer quelque chose à son être. C'est le premier pari. Un pari donc sur le changement, sur la métamorphose grâce à la parole. Mais ce pari-là suppose déjà d'y croire. Il faut croire dans les pouvoirs de la parole. Il faut croire aussi dans ce que Lacan appellera l'efficacité symbolique de la parole, son pouvoir symbolique. Et à partir de cette croyance, consentir au fond à dire quelque chose de sa souffrance pour tenter de la transformer en autre chose, pour tenter de la déchiffrer. Ça, c'est une première dimension de la perte, c'est-à-dire la perte que l'on rencontre et qui nous pousse à l'analyse.
Il y a une seconde dimension de la perte qui permet de dire que la psychanalyse est une forme de pari sur la perte. Cette seconde dimension concerne le rapport à la parole dans l'analyse. Parler en analyse, ce n'est pas la même chose que parler à ses amis, que parler à son meilleur ami, sa meilleure amie, que parler à ses proches. Parler en analyse, c'est découvrir un autre régime de parole où l'on consent à perdre le fil. C'est ce que dit Lacan dans un des derniers séminaires parus, le séminaire 15. « Je perds le fil ». Et c'est ce qui se produit dans une séance. Je m'apprêtais à dire quelque chose et je perds le fil de ce que je dis. Et c'est en perdant le fil de ce que je dis que je vais trouver autre chose, que je vais peut-être tomber sur une vérité inconsciente. Donc, vous voyez que c'est paradoxal, puisque finalement, on vient à l'analyse parce qu'on fait l'expérience d'une perte, et au fond, on traite la perte par la perte. On consent à perdre le fil de sa parole, à ne plus maîtriser ce que l'on dit, à explorer ce régime de parole que Freud a appelé le régime de l'association libre, c'est-à-dire que l'on consent à dire sans savoir ce que l'on dit. On consent, comme dit Lacan aussi, à dire des bêtises. On consent à dire sans savoir ce que l'on pense et en se laissant en quelque sorte traverser par sa propre parole. Donc c'est une autre dimension de la perte qui produit une véritable conversion du rapport à la parole et même une véritable conversion du rapport au savoir. Car ce que l'on découvre depuis ce régime de parole où on consent à perdre le fil de ce que l'on dit, en parlant de ses rêves, en parlant de ses lapsus, en parlant de ses actes manqués, en parlant de sa souffrance, tout simplement, ce que l'on découvre, c'est au fond, comme disait Lacan, que ça parle à travers nous et que nous sommes traversés par un discours, nous sommes parlés avant même que d'être parlants. Et c'est en laissant ce discours nous traverser que l'on va pouvoir déchiffrer l'énigme de notre souffrance et, comme dit Lacan aussi, le chiffre de notre destinée. Et enfin, je dirais, pour finir cette introduction, qu'il y a une troisième dimension du pari, et là qui sera le pari sur le jeu, qui est le titre que j'ai proposé, J-E, qui est le pari, au fond, que, en parlant de ma souffrance, quelque chose du sujet que je suis va pouvoir se réaliser, va pouvoir advenir. Ça, c'est un pari très singulier que Freud a lui-même énoncé pour décrire le parcours d'une analyse. Freud a proposé un aphorisme en allemand, donc Wo es war, soll ich werden, que je vais traduire en français mais qui est assez intraduisible. Là où ça était, je dois advenir. Freud a proposé cette phrase pour rendre compte du parcours d'une analyse, que je vais reformuler de la façon suivante. Là où était de la souffrance, là où ça souffrait, eh bien, en parlant de l'énigme de cette souffrance, quelque chose du désir, quelque chose du sujet désirant, quelque chose du je va se réaliser, va advenir. Comme si la souffrance, en elle-même, enfermait une vérité de l'inconscient et qu'en parlant de cette souffrance, cet affect pouvait se convertir en symbolisation et en vérité de l'inconscient. Lacan a une très belle phrase, finalement, qui reprend le « Wo es war, soll ich werden » de Freud, en disant que ce qui se passe dans une analyse et ce qu'on découvre, c'est que ça parle là où on s'y attendait le moins, là où ça souffre. Pourquoi là où on s'y attendait le moins ? Bien parce qu'on s'attendait à souffrir en silence et à ne dire mot sur notre souffrance. Et au fond, on découvre en analyse que ça parle là où ça souffre. Donc,
le parcours de l'analyse est un pari sur le jeu qui peut émerger de la souffrance, sur un jeu, au fond, que je ne connais pas encore de moi-même, mais auquel je consens à croire depuis le désir que j'ai d'explorer les coordonnées inconscientes de mon symptôme, d'une difficulté que je rencontre dans mon existence, d'une souffrance qui me semble indépassable et dont je vais essayer de déchiffrer les ressorts. Donc, voilà déjà de quel ordre est ce pari sur le jeu. Maintenant, venons-en à trois dimensions du jeu JEU dans l'analyse que l'on peut définir à partir de la façon dont Lacan a pensé la psychanalyse. Il y a une première dimension du jeu, JEU, qui est un jeu, JEU, du jeu JE contre le moi. Le jeu du jeu contre le moi. C'est-à-dire le jeu du sujet contre le moi. C'est une première dimension du pari et du jeu. Commencer une analyse, c'est en effet parier sur le jeu, JE, mais en tant que le jeu, le sujet, n'est pas le moi, n'est pas l'ego, n'est pas le lieu du narcissisme. Ce premier pari, Lacan a essayé de l'élucider pour repenser l'expérience de la psychanalyse dans le début de son enseignement, dans plusieurs écrits, notamment un qui est considéré comme le premier écrit fondateur de son enseignement, qui s'intitule « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », qui est un écrit de 1953. Et dans cet écrit fondateur, Lacan veut montrer que l'expérience de l'analyse suppose de dépasser un certain régime de parole qu'il appelle aussi la parole vide. Cette parole vide, ce n'est pas que le sujet ne dit rien, le sujet a le sentiment de dire beaucoup de choses, mais c'est une parole vide du point de vue de l'inconscient, parce que c'est une parole qui part avant tout de son ego, qui part du moi, qui part au fond de la façon dont le sujet veut se donner à voir, à se représenter, à aimer auprès de l'autre. Donc Lacan distingue cette parole vide qui vient du moi, et donc de l'ego, de la parole pleine. La parole pleine qui est celle qui doit advenir dans l'analyse, qui est une parole pleine au sens où elle est riche de sens inconscient et que c'est cette parole-là qui va pouvoir permettre au sujet de se réaliser. Donc Lacan présente d'abord la psychanalyse comme ce jeu JEU où celui qui parle peut se trouver d'abord prisonnier de ce qu'il appelle la sphère narcissique, qui est aussi la sphère imaginaire pour Lacan, il l'appelle comme ça, pour rendre compte du fait qu'il s'agit d'une représentation de soi, qui passe par l'image, au fond, que l'on veut aussi donner de soi. Et au fond, le premier jeu JEU va consister à dépasser cette sphère imaginaire du narcissisme, de l'ego, et à franchir ce que Lacan a représenté comme un axe, qu'il appelle l'axe imaginaire, franchir cet axe imaginaire, c'est-à-dire, en quelque sorte, oublier celui à qui on parle dans l'analyse pour se mettre à parler de soi-même comme d'un autre. C'est ce qui se produit dans une analyse. Au fond, c'est que l'on cesse d'être un moi qui parle à un semblable, mais qu'on se met à parler depuis un autre lieu de notre être, qui est le lieu de l'inconscient, et dont Lacan nous dit que ce lieu de l'inconscient conduit le sujet à s'éprouver comme un autre, c'est-à-dire comme étranger à lui-même. Donc, ce premier jeu, c'est ce jeu qui va consister à consentir à perdre le narcissisme, à s'en défaire et au fond
à franchir un point d'angoisse dans la parole pour pouvoir finalement découvrir cet autre que Lacan écrit avec un A majuscule, cet autre en moi en quelque sorte qu'est l'inconscient. Et Lacan s'appuie évidemment sur le vers de Rimbaud, « je est un autre ». Finalement, l'expérience de l'inconscient, c'est l'expérience de cette découverte, non pas que moi égale moi, non pas que je égale moi, c'est-à-dire c'est en ce sens-là que c'est une traversée de l'identité, c'est la découverte que je est un autre, que justement ce qu'il y a de plus intime en moi, mais en même temps étranger et me renvoie à une étrangeté en moi-même. Et c'est le premier pari, au fond, que le sujet consent à faire lorsqu'il commence à parler en analyse. Et cela suppose aussi que l'analyste, dans ce jeu, occupe la bonne place. Lacan insiste beaucoup, donc là je vous ai parlé d'abord du point de vue de l'expérience de l'analysant, mais dans un autre écrit qui est aussi très important dans l'enseignement de Lacan, de 1958, qui s'intitule « La direction de la cure et les principes de son pouvoir », Lacan là s'adresse plutôt aux analystes, afin de rendre compte de la place que l'analyste doit occuper au niveau de son interprétation, au niveau de sa parole, au niveau de la façon dont il intervient. Et donc, ce que montre Lacan, c'est que, en effet, dans le cabinet de l'analyste, il y a deux personnes. Mais le jeu n'a pas lieu entre ces deux personnes. Le jeu a lieu entre 4 lieux. En effet, les deux personnes qui sont dans le cabinet de l'analyste, le psychanalyste et l'analysant, vont être amenées en quelque sorte à se dédoubler. L'analyste, lui, il doit disparaître en tant que personne. À la fois, il est bien présent, il est bien là, mais dans le jeu JEU qui va se jouer entre la parole analysante et ses interprétations, la personne de l'analyste doit disparaître afin justement de ne pas faire obstacle à l'accès à l'inconscient, et l'analyste doit intervenir, nous dit Lacan, non pas en tant que petit autre, c'est-à-dire en tant qu'alter ego, en tant que semblable, en tant que rival, mais il doit intervenir depuis le lieu du grand autre, c'est-à-dire qu'il n'intervient que dans la façon dont il fait résonner les paroles de l'analysant pour lui faire entendre ce que lui-même n'entend pas dans ce qu'il dit, pour lui faire entendre, au fond, ce qu'il y a au-delà de ce qu'il croyait dire. Donc Lacan compare le jeu de l'analyse JEU à une partie de bridge en disant que dans cette partie, l'analyste, à certains égards, du point de vue de sa personne, c'est-à-dire du point de vue de ses sentiments, du point de vue de ses goûts, du point de vue de son histoire, doit savoir faire le mort. Il doit savoir disparaître. Ça ne veut pas dire qu'il doit faire le mort à tout point de vue, parce qu'en même temps, quand on fait une analyse, on vient bien rencontrer quelqu'un de vivant, quelqu'un qui incarne un désir de nous entendre. Mais il doit faire le mort du point de vue de sa personne pour n'être présent que depuis ce désir de faire advenir le sujet de l'inconscient depuis cette écoute des paroles de l'analysant. Donc l'analysant, lui, l'analyse se dédouble finalement en laissant s'effacer sa personne pour incarner ce lieu du grand autre. Et c'est ce qui fait advenir aussi le transfert. Quant à l'analysant, il se dédouble lui aussi, puisqu'il vient d'abord embarrassé de son ego, de son moi, il veut montrer qui il est, il veut bien se faire voir même d'une certaine façon, et souvent se faire aimer. Et au fond, il va se dédoubler entre cet ego, ce moi, et le sujet de l'inconscient. Ce sujet de l'inconscient que Lacan va écrire comme un S avec une barre dessus, sujet barré, c'est-à-dire ce n'est pas le même sujet que le sujet de la conscience, c'est le sujet de l'inconscient, c'est-à-dire un sujet
qui confronte celui qui parle, au fond toujours à une surprise, à une division dans sa parole, au moment où il fait un lapsus et qu'il dit précisément tout autre chose que ce qu'il s'apprêtait à dire. Au moment où il s'apprêtait à dire mon frère, il dit mon père. Voilà, un lapsus. Donc, voilà en quoi consiste cette première dimension du jeu dans l'expérience, un jeu entre le je et le moi, où il s'agit que le sujet, le je, gagne contre le moi. Il s'agit que le je l'emporte et qu'au fond, l'analyste parvienne, par son écoute, à faire émerger ce sujet de l'inconscient. Et dans ce jeu JEU, Lacan insiste sur le fait, pas seulement sur le fait que l'analyste fait le mort, ce qui serait quand même un peu triste, mais il insiste sur le fait que l'analyste fait un don. Il fait un don de parole. Et il reprend cette très belle analyse de Marcel Mauss dans l'essai sur le don et le contre-don. Au fond, ce que l'analyste donne à l'analysant et qui est si précieux, c'est une parole. Il lui donne, à travers une interprétation, à travers une ponctuation, à travers une coupure, il lui donne une parole, c'est-à-dire qu'il lui dit ce que jamais personne ne lui avait jamais dit. Il vise quelque chose de l'être secret de l'analysant et il permet ainsi à l'analysant de rejoindre quelque chose du sujet qu'il est. Deuxième dimension du jeu JEU, après ce pari entre l'ego et le jeu JE, deuxième dimension du jeu JEU, le jeu de hasard. Le pari comporte aussi cette dimension de hasard. Eh bien, l'expérience de l'analyse s'apparente à certains égards à un jeu de hasard, un jeu où entre en scène à la fois le hasard et la répétition, c'est-à-dire ce qui semble tout à fait aux antipodes du hasard. C'est un jeu de perte, mais aussi de trouvaille. Et la trouvaille a toujours lieu au moment où surgit quelque chose au hasard. Donc le jeu de l'analyse est aussi un jeu de hasard qui se joue, je le disais, donc entre hasard et répétition. D'abord la répétition. Oui, quand on est en analyse, on se confronte à la dimension de la répétition. D'abord, on consent à la répétition des séances, donc on consent à revenir, et il y a quelque chose de l'ordre d'une répétition du même, c'est-à-dire chaque semaine au même endroit, à la même heure, avec le même psychanalyste, on vient rejouer quelque chose de son être. On rejoue ce rendez-vous avec son inconscient, et pour cela, il faut la répétition. C'est-à-dire que c'est à force de répétition des séances que quelque chose vient à pouvoir être cerné pour l'analysant. Donc il y a cette dimension de répétition qui existe aussi bien sûr au niveau du symptôme lui-même, de la souffrance que l'on rencontre. Et là, Lacan introduit une autre dimension. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'imaginaire du moi et du symbolique de l'inconscient. Là, à propos de la répétition, Lacan introduit en 1964 la dimension du réel. Mais c'est le réel pour la psychanalyse, ce n'est pas la même chose que la réalité. C'est ce qu'il y a de réel dans la souffrance, dans le symptôme, dans le trauma. Et Lacan nous dit que le réel en psychanalyse, parce qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est le réel en psychanalyse ? Bon, il y a la parole, il y a la souffrance, mais où est le réel en psychanalyse ? Et Lacan dit en 1964, eh bien le réel, c'est difficile de lui donner un sens, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire, mais le réel, c'est ce qui revient toujours à la même place, comme la rotation des planètes.
Le réel, c'est ce qui se répète en revenant toujours à la même place dans votre existence. Et Lacan dit même un peu plus tard, réfléchissez chacun à ce qui se répète dans votre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète dans votre vie? Bon, toujours de la même façon. Eh bien, ce qui se répète dans votre vie, c'est ce qui est le plus vous-même, nous dit Lacan. Bon. Donc, il y a cette répétition, à la fois des séances et répétitions auxquelles l'analysant se heurte dans son existence et dont il souffre. Mais, heureusement, il y a aussi le hasard. C'est-à-dire que l'expérience d'une analyse consiste aussi à miser sur le hasard. On va miser sur le fait qu'il se produise quelque chose de nouveau dans la séance. On va miser sur la trouvaille qui va, en quelque sorte, nous permettre de sortir de la répétition. Donc, c'est un jeu à la fois sur le hasard qui advient par la parole et sur la répétition, comme si le hasard allait pouvoir à un moment, au fond, contrer cette répétition du même qui produit une souffrance. Cette dimension du hasard, elle a déjà été mise en avant par Freud, puisque Freud est celui qui a donné un statut épistémologique aux phénomènes de parole qui se produisent comme au hasard, et qui a considéré que ce n'était pas simplement des accidents, que ce n'était pas simplement des erreurs. Il a donné une valeur, par exemple, au lapsus. Il a donné une valeur à l'oubli. Quand vous voulez parler d'un film avec un ami et vous ne connaissez que cet acteur dont vous voulez parler, juste au moment où vous voulez prononcer son nom, vous l'avez sur le bout de la langue et il vous échappe. Cet oubli de nom propre, Freud lui a donné un statut tout à fait fondateur dans les manifestations de l'inconscient. Il a considéré que cet oubli pouvait s'interpréter et il en a fait l'expérience sur lui-même au moment où il s'apprêtait à parler avec un compagnon de voyage du nom d'un peintre qu'il connaissait par cœur et dont il avait vu les fresques à la cathédrale d'Orvieto à plusieurs reprises, fresques du jugement dernier. Et au moment où il veut dire, vous savez, ce peintre est là, putain, le nom a disparu. D'autres noms de peintres lui viennent, Botticelli, non, c'est pas lui, Boltraffio, non, c'est pas lui. Et le nom qui lui manque, c'est Signorelli. Et Freud va faire une magnifique analyse dans la psychopathologie de la vie quotidienne sur la disparition de ce nom et sur ce qui a fait que ce nom a disparu de sa mémoire. Bon, eh bien voilà ces phénomènes qui se produisent au hasard et qui sont de l'ordre d'une surprise dans la séance et aussi dans l'existence. De même, l'acte manqué est finalement, comme dit Lacan, le seul acte réussi, puisque l'acte manqué qui vous conduit à manquer un train, à rater un rendez-vous, à rater un examen, finalement réalise aussi une intention inconsciente. Il y a quelque chose qui réussit au lieu même de ceux qui ratent et de ceux qui manquent. Donc, nous sommes entre hasard et répétition et pari sur le hasard. Donc, le jeu qui consiste à éprouver une satisfaction depuis la répétition est ce jeu que Freud lui-même a introduit, observé, interprété pour la première fois dans un article de 1921 qui s'intitule « Au-delà du principe de plaisir ». Et vous allez voir le rapport entre hasard et répétition. Freud a d'abord observé à quel point les enfants, en bas âge notamment, aiment et demandent qu'on leur raconte toujours la même histoire le soir. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas une autre histoire, ils veulent toujours la même qu'ils connaissent par cœur, comme s'il y avait là une satisfaction qui était prise dans cette répétition des mêmes signifiants, de la même issue, du même dénouement. Donc Freud observe déjà ce plaisir pris à la répétition. Donc, vous voyez que le plaisir qui est pris à la répétition, il y a aussi une dimension, on pourrait dire, tout à fait joyeuse et tout à fait du côté de la vie. Comme si l'enfant était rassuré, désangoissé par cette dimension de la répétition. Et le jeu que Freud a observé
et qui est maintenant, enfin, c'est, disons, le jeu qui permet d'interpréter toute la dimension du jouet chez l'enfant et qu'a repris aussi Winnicott, c'est un jeu qu'il a vu, qu'il a observé dans sa maison chez son petit-fils, qui était alors âgé d'1 an et demi, qui balbutiait quelques mots, qui ne parlait pas encore très bien, qui ne disait pas encore « je », justement. Et au moment où sa mère est sortie de la chambre, son petit-fils était dans son lit à barreaux, il s'est saisi d'une petite bobine, vous savez, ces jeux où avec une ficelle et on lance la bobine et on la fait revenir, c'est le jeu de la bobine. Son petit-fils s'est saisi de cette petite bobine, au moment où sa mère est sortie de la chambre, il lance la bobine par-dessus ses barreaux en disant « forte » en allemand, forte qui veut dire loin, pas là, disparu, ailleurs, forte. Et au moment où il la récupère, il dit « da ». Pas là, là. Absent, présent. Disparu, retrouvé. Il voit son petit-fils jouer à ce jeu de la bobine et Freud va produire toute une interprétation de la fonction de ce jeu pour l'enfant, de ce jeu qui consiste à faire disparaître et réapparaître l'objet. Ce qui compte pour Freud, c'est que l'enfant prononce ces syllabes. Ce n'est pas seulement qu'il lance la bobine et qu'il la récupère, c'est qu'il prononce ces syllabes. Forte, da. Pas là, là. Et c'est cela qui lui procure une satisfaction. C'est de pouvoir le dire. Et l'interprétation de Freud, finalement, consiste à dire que le jeu du forte, da vient répondre à la disparition de la mère. La mère a quitté la pièce, au fond, et pour faire avec l'absence de la mère, l'enfant, plutôt que là de l'appeler, il l'a peut-être appelée avant d'ailleurs et elle n'est pas revenue, eh bien, se saisit de cet objet comme pour symboliser cette absence de la mère et son retour. C'est-à-dire, en effet, la mère est partie, mais il peut aussi songer à son retour. Elle est partie, mais il va y avoir un retour du même. Donc, le forte da est interprété par Freud comme un premier jeu de symbolisation qui permet à l'enfant d'entrer dans le langage étant la façon pour chaque sujet de symboliser l'absence, de symboliser la perte et de faire avec le manque. Eh bien, dans ce jeu de hasard, de trouvailles et de retrouvailles qu'est une analyse, eh bien, il est aussi question, à certains égards, de jeu de forte da, d'une certaine façon. À la fois, d'abord, l'analyste est celui qui est là, puis celui dont on se sépare. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... Mais il n'est pas pour autant à la place de la mère, ni pour Freud, ni pour Lacan. Mais il est à la place de cet autre qui devient un autre tout à fait central dans l'existence du sujet lorsqu'on fait une analyse. Et en même temps, il est là et il n'est pas là. Et cette absence de l'analyste, d'ailleurs, en vient à être symbolisée dans les rêves, parce que quand on fait une analyse, on rêve souvent de son analyste qui devient présent dans les formations de l'inconscient. Donc, il y a une dimension de forda dans l'analyse, mais de façon plus profonde, il y a une dimension de jeu, de perte et de trouvaille au niveau de la parole elle-même. C'est-à-dire que lorsque je parle, je peux dire « ah ben ça je l'ai déjà dit, ça je l'ai déjà raconté, c'est pas la peine que je le raconte encore une fois ». Si, il faut le raconter encore une fois, parce que justement c'est en le répétant que quelque chose peut soudain surgir de nouveau au sein même de cette répétition. Et dans une analyse, eh bien souvent, on parle de la même chose, on parle toujours de la même chose. On pourrait presque dire qu'à chaque séance, on finit par parler de la même chose, mais au fond, c'est en parlant de la même chose qu'on va aussi pouvoir à un moment symboliser cette perte qui nous a touchés, cette perte qui nous conduit à avoir le sentiment d'avoir perdu notre désir et cette perte que l'on va pouvoir assumer
depuis justement le surgissement d'une parole inattendue. Donc, dans l'analyse, le sujet se rencontre toujours en un point inattendu de son discours. C'est-à-dire que c'est sur le mode d'une trouvaille et d'une surprise que le champ perdu, le champ C-H-A-M-P, le champ perdu du sujet va en quelque sorte être retrouvé. Troisièmement, et pour terminer, une troisième dimension du jeu, donc après ce jeu entre le sujet et le moi, après ce jeu de hasard entre perte et trouvaille, venons-en maintenant véritablement à la question du pari. La psychanalyse a pu être pensée par Lacan comme un véritable pari qui serait du même ordre que ce pari que le philosophe Pascal a proposé au XVIIe siècle dans ses pensées, un pari sur l'existence de Dieu. Drôle d'idée de comparer le pari de Pascal sur l'existence de Dieu à l'expérience de la psychanalyse. Eh bien, Lacan va formuler une question qui ne va pas être « Dieu existe-t-il ?» qui serait la question du pari de Pascal. Il faut parier à partir de cette question « Dieu existe-t-il ?» Lacan va formuler la question autrement, mais en retenant la même structure du pari, pour dire que l'expérience d'une analyse, c'est « existe-t-il du je » J-E. Est-ce que je existe? Est-ce que quelque chose comme je existe, peut exister, ou est-ce que je suis simplement pure jouissance, traversée, commandée au fond par une répétition qui me prive de la possibilité même de m'enraciner dans mon désir? Existe-t-il du je? Alors, qu'est-ce qui intéresse Lacan dans le pari de Pascal? D'abord, ce qui l'intéresse, c'est la forme du pari lui-même, puisque, comme vous le savez sans doute, pour Pascal, il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu, ce qui distingue notamment Descartes et Pascal. Descartes qui prouve l'existence de Dieu à partir de l'idée d'infini en moi. Idée qui ne peut pas venir de moi, donc qui viendrait de Dieu. Bon, je vais très vite, je m'excuse, mais c'est juste pour marquer finalement ce qui sépare la question des preuves de l'existence de Dieu de la question du pari. Ce qu'apporte Pascal, c'est cette dimension du pari, en considérant au fond qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, mais que l'existence de Dieu relève du pari. Elle relève du pari avant tout pour ceux, évidemment, qui ne sont pas touchés par la grâce, qui n'ont pas eu de révélation. Pascal lui-même étant été touché par la grâce, et il en a rendu compte en appelant ce moment la nuit de feu. Mais là, Pascal s'adresse aux libertins. Donc il s'adresse à celui qui consacre sa vie au divertissement, celui qui est athée, et il s'adresse aux libertins dans ses pensées pour l'inviter à parier sur l'existence de Dieu. À dire au fond, toi qui paries, eh bien, c'est sur l'existence de Dieu que tu devrais parier. Et le pari de Pascal consiste, au fond, à dire aux libertins qu'il a tout intérêt à parier, et tout intérêt à parier sur l'existence de Dieu, parce que si Dieu existe, il aura tout gagné, il aura sacrifié ces divertissements qui le conduisent finalement à se perdre et qui ne répondent même pas à l'angoisse. Donc il aura tout gagné, il aura gagné une infinité de vies infiniment heureuses. Et si Dieu n'existe pas, en fait il n'aura rien perdu, puisque aux yeux de Pascal, le divertissement n'est rien. Le divertissement qui était la mise que le libertin aurait consenti, disons, à perdre, ce divertissement, de toute façon, est égal à zéro au regard de l'infini. Donc, ça, c'est rapidement présenté. Il y a beaucoup de grands spécialistes du pari de Pascal. Je présente ça plutôt depuis l'analyse qu'en fait Lacan.
rapidement présenter le pari de Pascal pour revenir maintenant à Lacan et à l'usage que Lacan en fait. Lacan s'intéresse à ce pari de Pascal et il s'intéresse au fond à 4 possibilités dans ce pari. 4 possibilités pour en relever une qui toucherait plus proprement la psychanalyse. Il dit il y a une première possibilité qui est que Dieu existe, je parie qu'il existe. Par ailleurs, Dieu existe vraiment, je parie qu'il existe, et donc j'ai tout gagné. J'ai sacrifié le divertissement et j'ai eu raison. Le divertissement va être aussi ce que Lacan nomme la jouissance. Une deuxième possibilité, Dieu n'existe pas, mais j'ai quand même parié qu'il existait, donc j'ai sacrifié la jouissance, et c'est tant pis. Il y a une troisième possibilité, Dieu n'existe pas, j'ai parié qu'il n'existait pas, mais j'ai bien voulu aussi sacrifier la jouissance, et donc du coup j'ai vécu comme un sage, et c'est ce que Lacan appelle ceux qui sont pépères, tranquilles, qui ne sont pas inquiétés parce qu'ils doivent miser, puisque de toute façon, que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, ils laissent de côté la jouissance. Mais c'est la 4e possibilité qui intéresse Lacan et qui renvoie à la psychanalyse. Il dit il y a une autre possibilité, c'est que Dieu existe, et je le sais, et même j'y crois, et pourtant, je choisis le divertissement, je choisis la jouissance. Cette possibilité-là, nous dit Lacan, c'est celle de l'enfer, c'est le choix infernal. Cet enfer-là, qui est paradoxal, qui ne relève pas de la raison, puisqu'on se dit si on sait que Dieu existe, on ne va pas tout faire comme s'il n'existait pas. Eh bien si, c'est exactement ce qui se produit à travers le symptôme. Au fond, d'une certaine façon, on sait que la parole existe, on sait que l'autre existe, mais on est tellement pris dans sa jouissance, au fond, qu'on se construit son propre enfer. Et c'est finalement cette possibilité-là qui intéresse Lacan pour rendre compte du pari dont il est question dans une analyse. Il est question de ce pari-là que Lacan va analyser par rapport à une formule qu'il va forger pour expliquer ce que c'est que la jouissance, parce que c'est un terme qui est compliqué chez Lacan et qui a à voir avec l'au-delà du principe de plaisir de Freud que j'ai évoqué tout à l'heure. La jouissance, ça pourrait être un terme positif aussi, parce qu'on ne peut pas renoncer à jouir et à jouir de la vie, mais là je vais m'y intéresser du côté du symptôme, c'est-à-dire du côté plutôt négatif et destructeur de la jouissance qui apparaît dans cette modalité du pari infernal. La jouissance, nous dit Lacan, en fait, le symptôme plutôt, c'est la façon dont chacun souffre dans son rapport à la jouissance. C'est ce que nous dit Lacan. Donc, au fond, on n'a pas un rapport à la jouissance harmonieux. Chacun souffre dans son rapport à la jouissance, qui peut être jouissance de l'amour, qui peut être jouissance masochiste, qui peut être jouissance addictive. Chacun a une pointe de souffrance dans son rapport à la jouissance, c'est-à-dire qu'il est très difficile de trouver la bonne distance, le bon rapport à la jouissance, justement, pour ne pas céder à la répétition et à la pulsion de destruction. Et donc, dans cette souffrance que nous éprouvons chacun dans notre rapport à la jouissance, la réponse la plus simple, la plus commune, eh bien, c'est d'essayer de jouir plus. Quand on a le sentiment que c'est quelque chose qui est raté, on n'a pas joué assez, c'était pas ça, comment est-ce qu'on répond d'abord ? On essaye de récupérer ce qu'on avait perdu. On essaye de jouir plus. Et Lacan appelle donc cela le plus de jouir.
Hein, une formule qu'il forge à partir de la plus-value de Marx, mais je ne vais pas introduire Marx maintenant parce que ça va nous éloigner du propos du jeu. Et donc, finalement, nous sommes pris entre une perte de jouissance, quelque chose de l'ordre d'un ratage, et en même temps ce plus de jouir, cette recherche de jouir plus, qui est notre réponse finalement à l'angoisse. L'expérience d'une analyse, c'est un pari, non pas sur l'existence de Dieu en sacrifiant le divertissement, mais sur l'existence du jeu en sacrifiant le plus de jouir. Nous consentons à sacrifier quelque chose d'une jouissance nocive pour nous, toxique pourrait-on dire, une jouissance en trop, une jouissance qui vient en quelque sorte asphyxier notre désir, eh bien nous consentons à parier qu'en sacrifiant cette jouissance, en parlant dans l'analyse, et au fond en consentant à la perdre, hein, eh bien nous allons nous transformer, nous métamorphoser pour rencontrer notre désir qui suppose aussi pour Lacan, et ça c'est un point très important en conclusion, qui suppose de pouvoir assumer un rapport à la perte et un rapport au manque. Donc, si vous voulez, c'est l'interprétation lacanienne du Wo es war soll ich werden de Freud, c'est que là où était le plus de jouir, là où était une jouissance au fond qui asphyxiait le désir, une jouissance aussi destructrice, eh bien c'est le jeu qui doit advenir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Clotilde Hill d'avoir accepté, je dirais, une sorte de challenge, c'est-à-dire de vraiment prendre au sérieux la question du jeu et en l'utilisant un peu comme une lampe torche pour nous faire retraverser à la fois toute la pratique et la théorie psychanalytique en voyant comment est-ce que ce concept pouvait permettre de comprendre l'enjeu de la psychanalyse. C'était très, très éclairant. Je vais me permettre quelques questions avant de vous laisser soumettre les vôtres à Clotilde Le Guilde. D'abord, je me demandais, là, vous avez fait une présentation que je dirais inspirée certainement de la pratique analytique, du fait que c'est un pari qu'il faut oser faire, un pari sur la perte du deuil, perte de choses, mais d'être perdu soi-même. Et en somme, moi, je suis tout prêt à vous suivre, mais j'aurais envie que vous nous donniez quelques exemples. Peut-être l'histoire de la psychanalyse regorge d'histoires de cas, du fait que des paris ont été engagés par des individus et ça les a permis, en un sens, de gagner leur mise. Est-ce que vous auriez quelques, je dirais, histoires de cas qui sont toujours intéressants, où on verrait que ce pari vaut la peine d'être parcouru, d'être pris? Oui, je vais plutôt prendre peut-être des histoires de cas de la littérature analytique, mais effectivement, si vous prenez les cas de Freud, notamment les premiers cas, hein, les cas de patientes hystériques, nous retrouvons véritablement cette question du pari sur la perte. Si vous prenez par exemple le cas d'Aura, que vous trouvez dans les 5 psychanalyses, cette jeune fille de 18 ans, eh bien, lorsqu'elle va être amenée chez Freud par son père, a véritablement fait l'expérience d'avoir perdu sa place. Elle a perdu sa place dans une configuration où elle avait tenté de la trouver entre son père et la maîtresse de son père, où elle était devenue comme une sorte d'intermédiaire qui lui permettait d'interroger ce que c'est que d'être une femme, ce que c'est que le désir, et elle avait, disons, trouvé là un lieu pour poser sa question sur elle-même au moment de l'adolescence. Et au fond, à un moment, la configuration
entre le père, la maîtresse, le mari de la maîtresse va se transformer, puisque le mari de la maîtresse va être très intéressé par cette jeune fille qui est toujours fourrée là, qui vient garder les enfants, et il va lui faire des avances, et il va même la serrer contre lui, tenter de l'embrasser lorsqu'elle a 14 ans. Et donc elle va se retrouver tout d'un coup, plus du tout à la place qu'elle pensait occuper pour finalement continuer à compter pour son père comme une sorte de médiation indispensable entre son père et sa maîtresse, mais elle va se retrouver à une autre place, une sorte de place où elle a le sentiment qu'elle devient presque un objet d'échange, de rançon, entre son père et sa maîtresse, c'est-à-dire que son père peut voir tranquillement sa maîtresse si elle, en effet, occupe le mari pendant ce temps-là. Et elle va finalement gifler Monsieur K au moment où il va se déclarer à elle. Bon, eh bien, finalement, elle a tellement perdu dans cette affaire qu'elle en vient à penser au suicide, puisqu'elle a le sentiment que personne ne se préoccupe de ce qui lui arrive à elle, qui est toute jeune. Et donc, elle écrit une lettre d'adieu, et c'est quand son père va trouver cette lettre d'adieu qu'il va quand même comprendre que sa fille Dora traverse là une grande difficulté, même s'il ne va pas croire dans sa parole, parce qu'évidemment, elle commence à vouloir faire savoir la vérité, à savoir que M. K a voulu l'entreprendre, il va tout de même croire en elle, puisqu'il va l'amener à Freud. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'elle arrive chez Freud, finalement, en se plaignant de cette perte qu'elle a subie, et de ce qu'elle a vécu comme un dommage en son être. Et Freud va la laisser déployer cette vérité sur elle-même, c'est-à-dire qu'il va reconnaître cette perte, reconnaître cette vérité. En effet, elle s'est retrouvée prisonnière là d'un manège qui finalement lui a fait perdre son propre désir, et lui a fait s'éprouver comme une sorte d'objet de rançon entre son père et M. K. Mais finalement, Freud, en l'écoutant, va faire un pari sur le fait qu'après avoir exposé sa perte, après avoir exposé sa vérité, il va pouvoir tout de même lui faire voir quelque chose, lui faire saisir quelque chose sur sa propre responsabilité dans ce qui lui arrive. Et donc, évidemment, il ne l'a pas fait tout de suite, il l'a laissé parler, il l'a accueilli, il a reconnu sa vérité. Mais il va à un moment lui dire: tout ce que vous me dites est vrai, donc je reconnais votre récit, il ne s'agit pas de ne pas vous croire, mais quelle part avez-vous pris vous-même dans ce qui vous est arrivé? Au fond, n'avez-vous pas voulu aussi quelque part occuper cette place qui vous a amené finalement à vous retrouver prise au piège de quelque chose? Et donc là, on a un retournement dialectique, où depuis la reconnaissance de la perte, finalement, Freud amène Dora à apercevoir qu'en parlant de sa perte, elle peut peut-être aussi parler, au fond, de la façon dont elle-même a répondu à, finalement, cette découverte qu'elle a faite que son père avait une maîtresse, et de la peur de perdre l'amour de son père. Donc voilà un premier exemple. Évidemment, je pourrais en donner d'autres, mais il y a l'exemple d'un des premiers cas de Freud que j'analyse dans mon livre « Céder n'est pas consentir », qui est le cas Emma, où là, il s'agit d'une perte, disons, qui est vraiment frappée d'amnésie, qui est une perte d'une part de son corps, qui va amener là aussi Emma, jeune fille, à se rendre chez Freud pour interroger un symptôme qu'elle ne comprend pas et qui est le symptôme de ne pas pouvoir entrer seule dans une boutique sans sortir en courant. Et donc, ça peut paraître ridicule, mais c'est vraiment invalidant pour elle, et elle vient voir Freud pour lui en parler. Et en parlant à Freud, elle va faire ce pari qu'en parlant de ce symptôme qui est embarrassant dans sa vie ordinaire, mais qui pourra avoir un côté, disons, justement insignifiant, eh bien, en parlant de ce symptôme, elle va retrouver, c'est là la trouvaille, le jeu de hasard, elle va retrouver un souvenir de ses 13 ans, où elle était entrée dans une boutique avec une jolie robe et où un commis l'avait regardée avec un autre commis et avait souri, et elle avait même trouvé le commis très, très séduisant, et puis elle était sortie angoissée.
Et en retrouvant ce souvenir, eh bien, par association d'idées, par l'analyse, par l'écoute de Freud, eh bien, des éléments, au fond, de ce qui avait été effacé de sa mémoire, en retrouvant le vêtement, la robe, l'épicerie, le rire, eh bien, elle va pouvoir dire pour la première fois non seulement ce qu'elle n'avait jamais dit, mais ce qui avait été frappé d'une amnésie totale, c'est-à-dire qu'elle avait oublié, mais au sens où elle ne s'en rappelait plus. Et donc, ce moment où elle retrouve le souvenir de ses 8 ans, où elle était rentrée toute seule dans une boutique et où elle a subi des attouchements de la part de l'épicier, ce moment qu'elle va retrouver, vous voyez qu'elle le retrouve comme par hasard, c'est-à-dire elle le retrouve parce qu'elle va prendre au sérieux d'abord son symptôme, de ne pas pouvoir entrer seule dans une boutique alors que c'est une grande fille. Ensuite, elle va consentir à parler de ce premier souvenir de ses 13 ans, et ensuite, par association d'idées, comme en un jeu de cache-cache, elle va trouver ce qui était caché derrière le souvenir de ses 13 ans et retrouver ce moment traumatique où, à 8 ans, eh bien, quelque chose de son corps lui a été arraché par ce geste de la part d'un adulte qui a fait effraction pour elle. Donc voilà 2 exemples, disons, autour de cas de Freud de Paris sur la perte. Merci beaucoup. Deuxième petite question, je pourrais peut-être être un peu plus rapide de sorte à ce qu'on puisse avoir les questions de la salle aussi, même si c'est une grosse question. C'est le grand autre dont parle Lacan, il dit aussi le nom du père. Vous avez dit c'est l'analyste, c'est celui qui donne la parole, c'est quand même celui qui donne finalement la parole à l'humanité, c'est Dieu. Et donc est-ce que le grand autre, c'est l'équivalent de Dieu, comme dans le Paris le laisse entendre, et dans ce cas-là, est-ce que la psychanalyse est quand même à quelque chose de religieux finalement? En quoi est-ce qu'elle échappe finalement à quelque chose? Parce que Dieu, comme Pascal l'a bien dit, c'est une énigme, c'est quelque chose que nous ne savons pas. En quoi est-ce que ce grand autre, il est certes psychique, il est certes symbolique, il est certes social, mais Lacan laisse entendre quand même que c'est une métaphore de Dieu peut-être? Je dirais plutôt que Lacan permet, comme Freud d'ailleurs, de réinterpréter la religion. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il nous montre, en tout cas dans son premier enseignement, que la transcendance à laquelle nous avons affaire, cette transcendance qui nous traverse et qui peut quelquefois nous conduire à croire en la présence d'un Dieu, cette transcendance pour Lacan, c'est la transcendance du langage, c'est la transcendance de l'ordre symbolique. En effet, nous sommes précédés par un discours qui a été tenu sur nous-mêmes, sur l'enfant que nous allions devenir, un discours qui vient aussi de notre histoire, un discours qui fait destin, qui fait oracle. Nous sommes précédés par un discours qui est là avant même que nous ne soyons au monde, et au fond, nous sommes traversés ensuite par ce que Lacan appelle l'ordre symbolique. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'il a finalement importé des concepts qui viennent de la religion chrétienne pour repenser quelque chose de l'inconscient depuis l'ordre symbolique. Voilà, je dirais ça comme ça, de même que ce que Lacan a appelé le nom du Père, pour essayer de distinguer disons, le père qu'on a, le père qu'on connaît ou le père qu'on ne connaît pas, de la fonction de ce qu'il appelle la fonction paternelle. Bon, il a introduit évidemment une espèce de référence directe à la religion, ce syntagme de nom du Père, pour dire que finalement, non pas tout père était un dieu, bien que pour les enfants, quelquefois, ce soit le cas, mais pour dire plutôt que cette fonction, elle intervient au niveau du langage, à nouveau. Il y a quelque chose, finalement, un père lui-même est traversé par l'ordre symbolique. Et pour Lacan, rien de pire qu'un père qui s'identifierait au père avec un P majuscule. Donc je dirais que voilà, cette transcendance pour Lacan, c'est d'abord l'ordre symbolique et le langage. Merci. Alors, toute dernière question qui nous ramène peut-être à vos essais plus contemporains et sur l'enjeu
l'enjeu contemporain de toutes ces questions. Vous avez écrit un très beau livre sur l'ère du toxique. Et je voudrais justement vous interroger sur est-ce que l'ère du toxique, qui est notre ère contemporaine, ne signale pas une sorte de brouillage. J'ai entendu dans votre communication l'idée que chez Lacan, finalement, il y a des partages des divisions, des distinctions assez fortes, assez tranchées entre la jouissance et la parole, entre la parole pleine et la parole vide, entre l'ordre narcissique et l'ordre d'une parole véritable. Or, ce que vous laissez entendre, ou ce que vous explorez à travers l'ère du toxique, c'est que dans le champ de la vie sociale, mais ce sont des individus souvent qui ne sont pas uniquement des petits tyrans, mais ce sont des individus qui ont la capacité d'attacher leurs victimes à des enjeux forts, qui parviennent à les mettre sous emprise. Et de la même manière, dans le champ de la psychanalyse, parfois le psychanalyste peut jouer avec son pouvoir et entrer dans des relations toxiques avec son patient. Et que donc nous sommes peut-être contemporains d'une sorte de brouillage par rapport à cette division un peu tranchée entre la bonne parole qui se fait sur le divan de la psychanalyse et la mauvaise ou la parole brouillée. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le toxique, c'est pas l'âge où ces distinctions très claires que vous avez faites sont en train de se brouiller un petit peu? Oui, j'ai essayé d'interroger cette expérience dite toxique aujourd'hui, non pas tellement finalement pour m'intéresser à des personnalités toxiques, parce que ça serait une approche, disons, trop psychologique à mon sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un sujet puisse parler lui-même d'une expérience qu'il a vécue comme toxique. Et ce que j'ai essayé d'interpréter à travers ce terme, c'est la façon dont il rend compte effectivement d'une expérience à la fois qui a convoqué quelque chose comme une jouissance, puisque le terme de toxique le dit bien, il y a aussi quelque chose comme une jouissance, comme un plaisir qui a été éprouvé, et en même temps quelque chose comme un forçage du consentement, une façon de se laisser faire qui a conduit le sujet finalement à se perdre dans son rapport au désir. Et donc cette expérience toxique, moi j'ai essayé de l'analyser au niveau du discours, parce qu'il me semble que l'intoxication, au niveau métaphorique, elle passe par le discours, elle passe par ce qu'on a entendu, par ce qu'on nous a dit. Ce n'est pas tant les personnalités toxiques, mais c'est un type de discours qui peut venir nous intoxiquer. Et d'ailleurs, on peut le penser aussi au niveau politique. Par exemple, Victor Klemperer, lorsqu'il s'intéresse dans son journal à la langue nazie, peut faire part du fait que certains mots sont comme de l'arsenic et qui viennent nous empoisonner parce qu'ils viennent distiller en nous une façon de dire, une façon de parler qui va consister à déconsidérer, par exemple, l'humain. Donc, cette dimension du toxique, elle me semble intéressante à analyser depuis l'effet produit par un discours sur nous. Et d'une certaine façon, effectivement, cette question du pouvoir de la parole, elle est bien sûr au cœur de la psychanalyse, elle était au cœur de l'invention même de la psychanalyse, puisque le premier grand geste de Freud a consisté à abandonner l'hypnose, parce qu'il considérait justement que l'hypnose conduisait à une pratique de suggestion, c'est-à-dire à un exercice de pouvoir. Et donc, il a bien distingué l'exercice d'un pouvoir de la pratique analytique comme devant faire advenir l'inconscient et le sujet de l'inconscient. Donc là, on peut faire une distinction entre les pouvoirs de la parole, qui est ce que nous explorons dans l'analyse, et la parole comme pouvoir. Et ça, c'est aussi une distinction qui est très chère à Lacan, et dans la direction de la cure et les principes de son pouvoir, il revient sans cesse sur le fait que les psychanalystes, peut-être parce que certains sont mal formés finalement, qui n'arrivent pas à se tenir à la hauteur de leur pratique finalement, finissent par exercer un pouvoir. Donc justement, c'est bien pour cela que la formation d'un analyste est très longue, que ça suppose avoir fait soi-même une longue analyse, ça suppose aussi d'échanger avec ses pairs sur sa pratique, comme on le fait finalement aussi en médecine, sur ses cas cliniques. Et donc, il y a un enjeu extrêmement important dans la psychanalyse autour du fait finalement de distinguer la pratique de l'interprétation
et la pratique de la suggestion ou de l'exercice du pouvoir. Et pour finir sur le toxique, on peut dire que d'une certaine façon, dans une analyse, on vient aussi chercher à se désintoxiquer des phrases qui nous ont quelquefois marqués, qui se sont immiscées en notre corps sans même que nous puissions finalement les identifier. Mais il y a des phrases comme ça qu'on pourrait dire toxiques qui agissent à la façon d'un poison en nous, et qui nous conduisent finalement à des expériences qui nous mettent en danger, et qui nous fragilisent et qui mettent en danger notre désir. Eh bien, ce sont aussi ces phrases-là, des phrases qui parfois font destin, qui agissent aussi en nous à la façon d'un oracle, qui font autorité en nous. Ce sont ces phrases-là dont nous cherchons aussi à nous défaire dans une analyse, en les interprétant. Merci beaucoup. À vous, cher public, des questions, des remarques, des interrogations. Je crois qu'il y a des micros qui doivent être... voilà, on va vous apporter un micro tout de suite. On vous écoute. Oui, je suis un peu gêné par l'analogie avec le divertissement pascalien. Parce que c'est comme si l'issue de la psychanalyse, c'était de renoncer au divertissement, au fond, qui bien sûr, peut loger dans la catastrophe d'un plus de jouir infernal, mais qui peut aussi être tout simplement renoncer à la jouissance. Parce que retrouver son désir, c'est pas non plus renoncer à la jouissance. C'est pas comme Pascal, une espèce d'ascèse qui serait la vérité de la psychanalyse finale, quoi. Oui, vous avez raison. Il ne s'agit pas de renoncer à jouir de la vie, bien entendu, mais je pense qu'au moment où Lacan propose cette analogie, moi je l'ai saisi comme ça aussi, et puis finalement par rapport à l'expérience de la cure elle-même, il cherche à rendre compte d'une logique dans la cure qui n'est plus uniquement une logique de parole et d'avènement de la vérité. Il cherche à rendre compte d'une logique qui implique d'engager quelque chose de son corps aussi, et donc quelque chose d'une modalité de jouissance qui nous fait souffrir. Donc il y a différentes modalités de jouissance, et au fond, de parvenir à conjuguer la jouissance avec la dimension du désir, c'est ce qui est attendu d'une certaine façon de l'analyse, c'est-à-dire au lieu d'être commandé par une répétition de jouissance qui nous fait souffrir, il s'agit de pouvoir mettre cette jouissance qui indique de quel ordre est notre rapport à la vie, quelquefois aussi à la mort, cette jouissance au service du désir, comme si cette jouissance pouvait être tissée et conjuguée à la dimension du désir qui nous permet aussi de donner quand même un sens à notre existence. Donc, non, il ne s'agit pas de renoncer au divertissement, bien sûr, mais il s'agit pour Lacan, de ne pas céder sur son désir, c'est-à-dire ne pas céder au fond à la pulsion de mort. C'est plutôt cela, et pouvoir considérer le désir comme une véritable valeur éthique dans son existence. Merci. D'autres remarques, d'autres questions? Oui, on viendra à vous après, madame. On vous écoute. Pourquoi la nécessité de parier sur l'existence de Dieu? Alors, en fait, c'est une analogie que Lacan propose. Il ne dit pas que dans l'analyse, on parie sur l'existence de Dieu. Mais ce qui l'intéresse, c'est la structure du pari. C'est qu'au fond, dans l'analyse, on va tout de même parier sur l'existence de ce grand autre, qui n'est pas juste le petit autre, le semblable, l'alter ego, que je peux rencontrer tout à fait en dehors du cabinet de l'analyste. On va parier sur ce grand autre en ne sachant pas vraiment s'il existe, puisqu'on ne l'a pas encore éprouvé en soi-même, d'une certaine façon, à travers ses paroles. On va parier sur l'existence de ce grand autre pour pouvoir aussi traiter quelque chose de notre souffrance. Et cette souffrance, pour Lacan, à ce moment-là, donc là on n'est plus dans les années 50, on est
en 1969, là je me référais au séminaire 16, qui est celui dans lequel il propose cette référence au pari de Pascal. Cette souffrance, pour Lacan, elle n'est pas seulement le lieu là d'une vérité qui aurait été refoulée, mais elle devient aussi une modalité de jouissance, c'est-à-dire que comme dans le jeu de l'enfant, il y a quelque chose que l'on retrouve qui nous fait souffrir et en même temps dont on jouit. Et c'est cela qu'il appelle ce plus de jouir. Donc, en fait, ce dont Lacan se sert, c'est de cette structure du pari qui permet d'apercevoir aussi ce risque qui est pris, ce risque absolu qui est pris par l'analysant. Oui, on va vous apporter le micro, madame. Oui, merci. Je vous écoute avec attention, j'ai pris des notes et je suis très intéressée. Il y a quelque chose c'est une question que je connais même pas mal, mais qui me préoccupe. Pourquoi, à aucun moment, dans ce pari sur le jeu, on aborde la question de la liberté? C'est vrai que Lacan critique la notion de liberté. Il n'a jamais défini l'expérience de l'analyse comme consistant à nous rendre libres. Il dit même qu'il n'a jamais rencontré d'homme libre, que nous sommes tous aliénés au langage, pris dans le langage, et que finalement, celui qui se croit libre, dit-il, c'est le fou. C'est ce qu'il dit dans son petit discours au psychiatre de Sainte-Anne. L'homme libre, c'est le fou. Donc, effectivement, il y a vraiment... Alors ça, moi qui ai beaucoup travaillé sur le rapport de Lacan à Sartre, là, il y a vraiment une critique de toute philosophie de la liberté. Mais néanmoins, il y a quand même chez Lacan cette mise en avant du choix, qui existe aussi chez Sartre, du choix, même si c'est un choix qui peut être inconscient, du choix, de l'engagement, et surtout de la dimension donc, du désir. D'une certaine façon, on pourrait dire que là où Sartre va situer la liberté, Lacan va situer le désir. Et le désir on ne peut pas dire qu'il est libre. C'est pas n'importe quoi, le désir. Le désir, pour chacun, il s'enracine dans notre destinée particulière. C'est-à-dire que nous avons chacun une histoire, nous avons chacun une destinée psychique, et le désir, c'est ce qui va nous permettre quelquefois de couper le fil du destin, c'est-à-dire quand il y a quelque chose dans notre destin qui se répète et qui nous fait souffrir, c'est depuis la dimension du désir qu'on peut aussi couper quelque chose de la répétition, mais le désir, c'est aussi une façon de s'enraciner autrement dans sa destinée particulière, c'est-à-dire de consentir à dépouiller, comme dit Lacan, le scrutin de notre destinée pour pouvoir ensuite assumer quelque chose de notre désir. Donc il ne s'agit pas de devenir libre au sens où on ne serait plus pris dans l'autre, dans le rapport à l'autre, dans ce qui a été aussi le discours qui nous a marqués. Et même Lacan va jusqu'à parler d'horrible liberté dans son écrit Kant avec Sade, parce que c'est la liberté de jouir, au fond, de jouir sans limite. Donc il ne met pas le désir du côté de la liberté, mais néanmoins il met véritablement le désir du côté d'une valeur qui peut permettre au sujet de transformer quelque chose à sa destinée. Oui. Ici. Alors, j'ai un petit accent. Et par rapport à la question de la liberté, ça m'a travaillé. Voilà. Et je pensais justement à votre travail toxique, parce que je le pense comme une espèce de mandat, on va dire, quelque chose qu'on vient déjà quand on est dans les moments de naissance. Et donc, on n'est pas tout à fait libre. Voilà. Et c'est justement ce moment de l'analyse qui permet de resignifier les désirs et justement les manques. Donc, à la question de si on est libre ou pas libre, déjà, il faut se penser
et c'est quoi la place qu'on a. Juste ça. Oui, merci, c'est tout à fait ça, oui. En vous écoutant et en poursuivant sur cette question de la liberté, ce qui me vient en tête, c'est un autre terme qui serait plus propre à Lacan, qui est celui de la contingence. En fait, ce n'est pas tant qu'il s'agit de devenir libre, c'est qu'il s'agit, grâce à l'analyse, de pouvoir réintroduire de la contingence dans l'existence. Au fond, là où on peut avoir affaire à une existence qui nous ennuie, une existence où on a le sentiment qu'il ne nous arrive plus rien, ou en tout cas plus rien de ce qu'on désirerait qu'il nous arrive, une existence en proie comme ça à une souffrance relativement au désir, eh bien, l'analyse, par cette parole qui consent aussi à ce jeu de hasard, l'analyse va réintroduire quelque chose comme une contingence. Il nous est arrivé certaines choses dans notre existence, il nous est arrivé des mauvaises rencontres, des bonnes aussi, et au fond, nous pouvons en faire quelque chose. Là, on pourrait reprendre du coup une phrase de Sartre quand même, parce que Lacan lui reprend quand même beaucoup de choses, et notamment sa définition du désir comme manque d'être, qui devient le manque à être chez Lacan. Mais finalement, la psychanalyse, c'est ce qui nous conduit à faire quelque chose de ce que les mots ont fait de nous. C'est-à-dire non pas seulement à être assujettis à ce discours qui nous a précédés et qui nous a donné une certaine place, mais au fond à en faire quelque chose d'autre que simplement d'en souffrir. Très bien. Je voudrais juste poser une toute dernière question qui m'est venue en vous écoutant. Vous avez écrit beaucoup sur le consentement. Vous êtes lacanienne, vous défendez une éthique, vous l'avez dit, du désir, où le mot d'ordre initial, c'est de ne pas céder sur son désir. Est-ce qu'aujourd'hui, ces choses ne sont pas en train de se compliquer difficilement? Après tout, le mouvement MeToo, c'est un mouvement qui dit il faut parfois accepter de céder sur son désir, c'est-à-dire de ne pas donner libre cours. Alors peut-être appellerez-vous ça la jouissance et pas le désir, mais c'est quand même dans un âge qui a libéré l'expression du désir qu'on est dans une situation embrouillée où les relations sociales, en particulier entre les hommes et les femmes, aujourd'hui sont devenues chargées de cet enjeu. Alors est-ce que la psychanalyse, c'est le remède ou c'est le poison? C'est pharmacone. Non, je pense qu'on est dans un moment très intéressant parce que justement, nous sommes vraiment dans un après-coup du moment de la libération sexuelle, du moment du mouvement de contestation de 68 et d'un moment, enfin dans les années 70, qui a été aussi nécessaire, qui a été un souffle véritablement de désir. Mais là, nous sommes passer totalement à autre chose, c'est-à-dire au fond à une interrogation sur mais est-ce que jouir finalement c'est toujours bien ? Est-ce que la jouissance sans entrave, c'est vraiment cela qui va nous rendre heureux, nous permettre d'accéder à notre désir ? Et je trouve qu'on est dans un moment intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on s'aperçoit que ce sont des questions qui gagnent à être éclairées par la psychanalyse, et en particulier par Lacan. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire justement, d'un côté, de préserver la beauté de la rencontre, la beauté de l'énigme du consentement, ne pas chercher en fait à transformer la sexualité simplement en un programme qui pourrait être totalement libre et éclairé. Non, la vie amoureuse et sexuelle ne relève d'aucun consentement éclairé. Il y a toujours une énigme du consentement, mais pour autant, on est dans un moment finalement où il y a quelque chose d'un point aveugle, peut-être de la génération précédente, qui nous revient, qui est la question de la jouissance et de la distinction, même si bien sûr que le désir emporte avec lui une part de jouissance, mais tout de même la distinction entre le jouir, l'imposition de jouissance, le forçage de la jouissance et la question du désir,
du désir de l'autre et de l'embrouille aussi qu'il y a autour du désir de l'autre. Donc je trouve que on a là, en tant qu'intellectuel, que philosophe, que psychanalyste aussi, une responsabilité dans le fait de pouvoir essayer d'apporter justement des concepts dans un moment qui est chargé aussi de beaucoup d'affect et quelquefois d'impossibilité d'introduire des nuances. Je crois que justement, on est dans un moment où essayer de définir au fond ce qui peut distinguer l'expérience du forçage, du trouble du désir, de l'énigme aussi du désir, parce que finalement, qui sait exactement ce qu'il veut ? On ne sait pas exactement ce qu'on veut. Et c'est ça le désir, précisément. On sait qu'on le désire, mais on ne sait pas exactement ce qu'on désire. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est à la fois de restituer au désir sa part d'énigme, d'ambiguïté, et en même temps d'interroger ce qui a pu être aussi le slogan donc, des années 70, jouir sans entrave, et donc cette dimension de la jouissance qui finalement ne nous conduit pas du tout au désir, au bonheur ou à la liberté, mais qui nous conduit à une forme de sacrifice de notre désir. C'est ça qui me semble intéressant. Merci de ces précisions, merci de votre attention, merci beaucoup Clotilde Le Guilde.